Bonjour. Aujourd'hui, on se plonge dans un univers qui fascine autant qu'il peut inquiéter. Les coulisses du pouvoir. Mhm. On a sur la table des extraits de Les secrets de la communication politique au Maroc, guide d'un spin doctor, d'Adnan Benchakroun. Un ouvrage passionnant. Notre mission, si on peut dire, c'est de décrypter comment les mots, les silences, les images, bref, comment tout ça façonne la réalité politique. Exactement. On va voir que c'est bien plus subtil qu'une simple bataille de slogans. Oui, et ce guide nous plonge vraiment au cœur d'un écosystème en pleine mutation. L'auteur ne présente pas la com politique comme un simple accessoire. Non, c'est plus que ça. Pour lui, c'est devenu une condition de survie démocratique. Surtout dans un contexte aussi spécifique que celui du Maroc, avec ses propres codes culturels et ses dynamiques sociales. Alors, justement, commençons par le personnage clé de ce livre, le spin doctor. Mhm. Rien que le nom, ça fait un peu série télé. On imagine le manipulateur dans l'ombre. Mais j'ai l'impression que le livre, justement, veut nous emmener au-delà de ce cliché. Complètement. C'est même son premier objectif, déconstruire ce mythe un peu hollywoodien. L'auteur nous montre que le quotidien d'un spin doctor, c'est moins glamour et beaucoup, beaucoup plus complexe. C'est-à-dire, C'est un stratège qui doit naviguer en permanence entre des contraintes énormes. L'urgence médiatique, la pression des réseaux sociaux, où la moindre erreur est disséquée en quelques minutes. oui, ça ne pardonne pas. Et surtout, l'extrême volatilité de l'opinion publique. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'est pas juste présenté comme un technicien de l'image. Le livre parle d'architecte de la narration et même de gardien de l'éthique. Oui. Honnêtement, ça sonne presque comme une contradiction. Comment on peut mettre un spin, donc orienter une info, et se prétendre gardien de l'éthique? C'est toute la tension du métier, et le livre ne l'élude pas du tout. L'auteur insiste là-dessus. La frontière entre la persuasion et la désinformation est incroyablement fine. D'accord. Le spin éthique, selon lui, c'est pas mentir, c'est choisir l'angle le plus favorable sans trahir les faits. Et le rôle de gardien de l'éthique intervient justement là. C'est un garde-fou en quelque sorte. C'est ça. Dans un climat de méfiance généralisée, un spin doctor qui bâtit une campagne sur des mensonges, il sait qu'il détruit son bien le plus précieux, la crédibilité. La sienne et celle de son client. Évidemment. Le livre le dit très bien, une réputation, ça prend des années à construire et quelques secondes à s'effondrer. Son rôle serait donc presque de rappeler le politique à la réalité pure. Hmm, De lui dire « attention, on ne peut pas raconter n'importe quoi, ça va nous retomber dessus ». exactement. Il gère pas seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui est faisable, ce qui est crédible. La formule clé du livre, c'est convaincre sans mentir. C'est un équilibre précaire. Très. Il s'agit de bâtir un récit séduisant, mais qui reste ancré dans une certaine vérité, ou au moins dans le vraisemblable. Et au Maroc, où le lien de confiance est si fragile, cet aspect devient vraiment central. Et ça nous amène directement à la spécificité du terrain marocain. Hmm. Le livre le martèle. Les stratégies de com politique prêtes dans l'emploi importées sont vouées à l'échec au Maroc. Pourquoi? Parce que la communication, ce n'est pas une science exacte, c'est une science sociale et culturelle. Le Maroc est un carrefour. On a une pluralité linguistique, l'arabe classique, la darija, la mazigh, le français, Donc, un même message peut être reçu de manière très différente. totalement. Et puis, il y a des traditions politiques propres, un rapport à l'autorité, aux institutions, qui n'est pas le même qu'ailleurs. Est-ce que le livre donne des exemples concrets d'un message qui fonctionnerait, disons, à Paris, mais qui tomberait complètement à plat à Casablanca? Tout à fait. Prenons un discours très direct, voire conflictuel. En Occident, ça peut être vu comme un signe de franchise. De force, oui. Au Maroc, une telle approche pourrait être vue comme un manque de respect, une agressivité déplacée. On valorise souvent des approches plus nuancées. D'accord, je vois. Un autre exemple, un discours purement individualiste sur la réussite personnelle. Il risque de ne pas parler à une grande partie de la population qui se définit d'abord par son appartenance à une communauté, à une famille. Le message doit être culturellement intelligible pour être entendu. Et au-delà de la culture, il y a une dimension psychologique, émotionnelle, qui semble fondamentale dans le livre. Ah oui, La politique ne s'adresse pas qu'à la raison, mais aussi au cœur. c'est un point absolument crucial du guide. L'auteur dit une chose très forte. Mépriser les lecteurs, c'est mépriser la complexité humaine. La com politique échoue quand elle suppose que l'électeur est 100% rationnel. Ce qu'il n'est jamais, bien sûr. Jamais. Le vote, c'est aussi un acte émotionnel. Il est nourri par des peurs, des espoirs, des colères.
Comprendre ça, ce n'est pas de la manipulation, c'est juste la condition pour pouvoir créer une connexion. J'imagine que c'est là que les outils concrets du communicant entrent en jeu. Comment on fait pour créer cette connexion? C'est exactement ça. Et le premier outil, le plus puissant peut-être, c'est le storytelling, l'art de raconter une histoire. Ah, le fameux storytelling. Oui, le livre explique qu'un bon récit a un pouvoir que n'auront jamais les chiffres. Pourquoi? Parce qu'une histoire transforme des concepts abstraits comme la relance économique en quelque chose de concret, d'humain. Ça permet de rendre le politique plus accessible, moins technocrate. Précisément, le storytelling crée de l'empathie. Quand un leader partage une anecdote personnelle, une difficulté qu'il a surmontée, il brise la distance. Il ne s'adresse plus à une masse, mais d'individu à individu. Un autre outil qui est devenu vital, c'est la gestion de crise. Avec la vitesse de l'info aujourd'hui, c'est essentiel. C'est devenu central. Et le maître mot, c'est l'anticipation. Une crise, ça ne se gère pas quand elle éclate. Ça se prépare bien en amont. Il faut des scénarios, une cellule de crise prête à réagir. Voilà. Et une fois que la crise est là, 3 éléments sont clés. La réactivité, la transparence et l'empathie. La réactivité, c'est occuper le terrain tout de suite pour ne pas laisser le récit vous échapper. Le silence est souvent le pire. Et la transparence, jusqu'où? Parce que tout dire, ça peut être contre-productif aussi, non? C'est le dilemme. La transparence, selon le guide, ça ne veut pas dire tout déballer sans filtre. Ça veut dire reconnaître le problème, dire ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, et surtout expliquer ce qu'on fait pour le résoudre. Et l'empathie, enfin. La clé, dans une crise, les gens ont besoin de sentir que leurs dirigeants comprennent leur angoisse. Un message froid, technique, c'est la pire des réponses. Il faut un ton humain. Le livre devient ensuite très pratique et c'est fascinant sur le ciblage de l'électorat marocain. Il dresse une sorte de cartographie des électeurs. Oui, et c'est une analyse très fine des attentes de chaque segment. Prenons les jeunes, par exemple. Le livre ne dit pas juste « il faut leur parler sur TikTok ». Ce serait un peu simple. Il explique que ce groupe est très sensible aux questions de mérite, d'opportunité, et qu'il est allergique à la langue de bois. Le message doit être direct, authentique et proposer du concret sur l'emploi, l'éducation. Le grand défi, ça doit être de parler à ces jeunes urbains connectés et le même jour à l'électorat rural qui a des préoccupations radicalement différentes. C'était le grand écart permanent, oui. Pour l'électorat rural, le guide souligne que les grands discours macroéconomiques ont peu de prise. Leur préoccupation, c'est le quotidien, l'accès à l'eau, l'état de la route, la présence d'un médecin. La communication doit être basée sur la proximité. Exactement. Ça passe par le terrain, des messages simples, en Darija ou en Amazigh, et surtout des preuves concrètes. La parole n'a de valeur que si elle est suivie d'actes visibles. Le livre identifie aussi deux autres groupes clés, les femmes et les classes moyennes urbaines. Pour les femmes, on note une augmentation très forte de leur participation politique. Elles sont devenues un électorat incontournable. Les thèmes de l'égalité, de l'autonomisation économique, mais aussi la lutte contre les violences, tout ça résonne énormément. Et les classes moyennes? Elles sont souvent le cœur de l'opinion publique. Très informées, très critiques, elles sont attentives à la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption. C'est un électorat exigeant qui attend des projets chiffrés et un engagement clair sur la transparence. On parle beaucoup des mots, des messages, mais il y a un outil qu'on sous-estime souvent et auquel le livre consacre un chapitre entier, le langage corporel. Ah oui, le non-verbal. Et c'est un chapitre passionnant qui nous rappelle que l'essentiel de la communication passe par le corps. Un geste, une posture, une expression, tout ça envoie un message. Plus puissant que les mots parfois. Souvent. Une posture ouverte inspire confiance, des bras croisés trahissent la nervosité. Un politicien qui lit ses notes sans jamais regarder son public crée une barrière invisible. Et j'imagine que là aussi, les codes culturels marocains sont primordiaux. Absolument. Le livre insiste sur ces nuances. Le contact visuel, par exemple. Un regard trop direct peut être perçu comme un défi. La gestion de l'espace personnel aussi. Le défi, c'est que le non-verbal soit cohérent avec le message, mais aussi adapté culturellement pour paraître authentique. Projetons-nous vers l'avenir maintenant. Le livre met évidemment les nouvelles technologies au cœur de tout. C'est une révolution. Et l'auteur l'a décrit comme une arme à double tranchant. D'un côté, une opportunité. Une opportunité historique, oui. Un dialogue direct avec les citoyens, sans filtre. Une personnalisation extrême des messages. C'est un outil de mobilisation redoutable. Et de l'autre côté, le revers de la médaille, c'est évidemment la désinformation. C'est le côté obscur et il est massif. La vitesse à laquelle les fake news se propagent est effrayante.
Pour le Spin Doctor, ça crée une nouvelle mission, celle de gardien de la vérité. Il ne fait plus que promouvoir, il doit aussi défendre. C'est ça, il passe son temps à démentir, à corriger, à lutter contre les récits toxiques. C'est un travail de veille de tous les instants. Le livre se termine sur une échéance, les législatives de 2026, qualifiée d'épreuve de vérité. C'est une formule très forte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jeu a changé. Selon l'auteur, l'ère des promesses en l'air est terminée. Pourquoi? Parce que le citoyen a changé. Il est plus informé, plus connecté, et surtout, beaucoup plus méfiant. Il attend autre chose que des slogans, Il exige de l'authenticité et de la cohérence. la cohérence entre le discours et les actes. C'est le nouveau Graal. Communication ne pourra plus servir à masquer un bilan insuffisant. Elle devra devenir un outil de pédagogie. Expliquer les décisions, rendre des comptes, prouver que les engagements sont tenus. Voilà l'épreuve de vérité. Et dans ce nouveau monde, le rôle du Spin Doctor évolue encore. Il devient ce que le livre appelle un gardien de la cohérence. Un stratège du sens, Sa valeur, ce n'est plus de créer un buzz éphémère, mais de construire sur le long terme. de construire un discours qui soit en phase avec la réalité vécue par les gens. Et ça implique parfois de dire non à son client, de protéger la cohérence globale du projet politique. Le livre finit donc sur une question un peu vertigineuse. La com politique de demain, outil de confiance ou instrument de diversion? C'est la question fondamentale qui traverse tout l'ouvrage, oui. L'enjeu est de savoir si la communication peut aider à retisser ce lien si abîmé entre les gouvernants et les gouvernés. Bon, si on essaye de synthétiser, ce guide nous montre une communication politique bien plus complexe qu'on l'imagine. Ce n'est pas juste du marketing. Non, c'est un art stratégique. Profondément ancré dans une culture et qui fait face à des défis éthiques et technologiques. Immense. Tout à fait. C'est une réflexion sur la responsabilité de la parole en politique. Dans cet univers, chaque mot, chaque image, et même, comme le dit le livre, chaque silence a un poids énorme. Et ça nous laisse avec une dernière pensée pour la route. Le livre insiste sur l'importance de construire un récit politique unificateur. Oui, cohérent. Mais dans une société de plus en plus fragmentée par les algorithmes, où chacun vit un peu dans sa bulle d'information, est-ce qu'un grand récit politique commun est encore possible? Ou même, est-ce que c'est encore souhaitable?